je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Nous sommes toujours au mois de juillet, donc techniquement nous sommes toujours dans la première quinzaine du mois de juillet. Nos réflexions vont porter sur cet assassinat crapuleux qui a été perpétré en la résidence privée du président d'Haïti. Évidemment, pour ceux qui me suivent depuis 4 ans, beaucoup d'éléments que je vais évoquer aujourd'hui seront des reprises parce qu'on ne peut pas réinventer la roue à chaque fois, d'autant que dès le premier jour, le jour J du crime, j'ai présenté une émission en direct où j'ai émis 3 hypothèses pour expliquer ce crime, l'hypothèse du département d'État, en particulier des services secrets américains, l'hypothèse du clash intra-PHTK et l'hypothèse d'une partie du secteur des affaires, n'est-ce pas, en Haïti. Et 4 ans plus tard, eh bien, ce sont ces hypothèses-là qui se sont avérées, en sorte que ce que j'avais évoqué comme hypothèse, voilà 4 ans, mais s'avère comme thèse. En sorte que le crime qui a été perpétré contre le président Jovenel Moïse, l'assassinat du président haïtien, c'est un assassinat qui est signé. Vous devez le savoir, un policier vous le dira, un enquêteur aguerri, un enquêteur ferré dans des méthodes de recherche, un journaliste d'enquête ou même un chercheur comme moi, eh bien, nous vous dirons tous qu'il n'y a pas de meurtre qui ne soit pas signé. La nature elle-même, quand elle tue, signe. On va vous dire que la personne est morte d'une crise cardiaque. Eh bien, quand les humains commettent un crime, ils le signent. Ils le font soit volontairement, ils le font soit sciemment, dans le but d'envoyer un message. Quand il s'agit d'un crime politique, eh bien, les commanditaires, les exécutants signent toujours, n'est-ce pas, leur crime. Quand il s'agit d'un crime de nature géopolitique, comme nous le verrons dans le cas du président Jovenel Moïse, c'est aussi signé. Sauf que, comme je dis, tous les meurtres sont signés. Parfois, ils sont signés volontairement, comme dans ce cas-ci. D'autres fois, ils sont signés involontairement.
eh bien, les enquêteurs, les policiers, les chercheurs, parfois ne savent pas décoder la signature. Voilà pourquoi on va dire, écoutez, ça c'est un meurtre non résolu. Dans le sens que là, on a un ensemble d'indices et on ne sait plus comment les interpréter afin de déceler la signature, n'est-ce pas, qui est apposée au bas de ce meurtre-là. Et d'autres qui évoluent dans le secteur de la police, qui évoluent dans le secteur de la balistique, des gens qui sont des procureurs et qui travaillent tous les jours sur des cadavres, vous diront qu'il n'y a pas quelque chose de plus éloquent qu'un cadavre. Un cadavre parle, une scène de crime parle, le théâtre, n'est-ce pas, d'un assassinat parle toujours. Est-ce qu'on veut entendre ou est-ce qu'on pratique la politique de l'aveuglement volontaire? Il y a toujours des signatures au bas d'un meurtre politique. Et aujourd'hui encore, donc je vais reprendre quelques-unes des hypothèses en tentant de les amener jusqu'au bout, mais au-delà des hypothèses qui se sont avérées au cours des 4 dernières années, puisque des gens de la classe politique sont inculpés par le juge d'instruction d'Haïti. Des gens du secteur des affaires sont inculpés aussi. Donc là, il ne s'agit même plus d'hypothèses, il faut clairement parler de thèses, puisque les hypothèses se sont avérées. Mais il y a la plus grosse signature qui est comme une espèce d'éléphant dans la pièce qu'on refuse de voir. L'éléphant, il est là et tout le monde ferme les yeux. L'éléphant crie, tout le monde ferme les oreilles de manière à ne pas le voir, de manière à ne pas l'entendre. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Vous le savez maintenant, Jovenel Moïse, le fils du président, nous a accordé une très longue entrevue. Déjà, nous vous remercions de votre assiduité, nous vous remercions de votre écoute. Facebook nous a annoncé la très bonne nouvelle que cette entrevue a été vue par plus de 377 000 personnes. En ceci, notre objectif a été atteint. Quel a été notre objectif dès le début de cette affaire? C'était que le président Jovenel Moïse ne soit pas mort pour rien. C'est que ce décès reste sur la conscience de tous ceux qui réfléchissent et qui veulent comprendre. Eh bien, que 4 ans plus tard, vous continuez à vous intéresser à cette affaire, et il ne s'agit pas tout simplement d'Haïtiens, il s'agit aussi de nos frères africains, sur le continent desquels les Français, les Anglais et les Américains continuent de perpétrer ce même genre de crime. Il s'agit aussi de Français, il s'agit aussi de Canadiens, quand on décline, n'est-ce pas, notre auditoire, mais on réalise que tout le monde s'intéresse à cette affaire. Tant mieux. Et nous allons aujourd'hui, n'est-ce pas, reprendre les éléments que nous avons émis dès le jour 1 ou le jour J de ce meurtre-là, et nous allons pousser notre réflexion un peu plus loin. Il ne faut pas qu'on reprenne la même émission, autrement elle serait de quelle utilité? Je n'aurais qu'à vous dire, mais allez regarder l'émission que j'avais présentée en direct le 7 juillet 2021. On va pousser l'hypothèse un peu plus loin aujourd'hui. Je vais m'intéresser à un certain nombre de personnages du classe des affaires, je vais m'intéresser à un certain nombre de personnages de la classe des affaires. Je pense à un monsieur comme Dimitri Vorbe, qui court toujours. Je pense à quelqu'un comme Boulos, qui est passé sous le radar. Il faudra pousser notre réflexion sur ces ténors de la classe des affaires haïtienne pour savoir, mais quels intérêts ils ont eu dans ce meurtre-là. Évidemment, poser la question, c'est y répondre facilement. Et je vais m'intéresser une fois encore, parce que je l'ai déjà fait, à un tandem. Il ne s'agit pas techniquement d'un couple, c'est pour ça que je parle de tandem. Le tandem Martine Moïse, l'épouse officielle
du président au moment de son assassinat et Claude Joseph, Premier ministre sortant d'alors. Vous aurez compris, ma réflexion se poursuit 4 ans plus tard. Ma pensée évolue, je continue à m'intéresser à cette affaire. Et il y a des informations dont je dispose depuis 4 ans et que je n'étais pas autorisé à partager avec vous. Exemple, l'information selon laquelle, eh bien, des tireurs ont ouvert le feu sur le véhicule du fils du président, Jovenel Moïse, qui s'est rendu dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, qui s'est identifié avec son passeport diplomatique en tant que fils du président. C'est une vérité de la palisse. Les employés de l'ambassade connaissent le visage de Jovenel Moïse. Il a clairement dit à celui avec qui il causait qu'il réclame l'asile politique. Le droit d'asile lui est acquis à Jovenel. On est en train de lui tirer dessus, on vient d'assassiner son père et il est sur les locaux de l'ambassade américaine, enfin sur les lieux de l'ambassade américaine, et l'ambassade américaine lui refuse la protection, lui refuse le droit d'asile. Bon, ça encore une fois, c'est une information dont je disposais dès les premiers jours de ce crime. Et puisque cela impliquait personnellement Jovenel, cela le mettait en danger en ce qu'il était le seul à part celui qui lui a ouvert la porte, il était le seul à connaître, à disposer de cette information. Si moi je l'avais balancé, eh bien ce serait l'exposer une fois de plus, une fois de trop, aux représailles, n'est-ce pas, des Américains. Mais ça aussi, c'est une signature. Mes nouvelles qui pichonnent dans le canton. Dimanche 13 juillet 2025, Showtime, 4 heures pile. Rendez-vous à Pagenlot encore, c'est dans chez Mireille's Restaurant, qui établit dans 170 Post Avenue, Westbury, New York, dans Long Island. Nous allons faire une promenade à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, côté que nous allons apprendre à connaître l'histoire, chaque département séparément, richesse qui gagne et en bas l'homme et en bas terre, et puis apprendre, apprécier, déguster, manger chaque département ça yo. Tandis ça, président pour faire quinquin, praise dance, chanter ti monde qu'on chanter dans la ligne claire, animation musicale la sienne, petit Claude Aurélien, pigou artiste évangélique devant l'Éternel. Après partie culturelle là, nous allons parcourir celle-là qui est divisée en 10 départements, même j'entends qu'au pays d'Haïti, côté que nous allons déguster, manger, plat typiquement unique à chaque département. Pour toute belle cocktail ça, avec toute belle bagaille ça yo, c'est seulement $100 pour grand monde et ti moun qui gen moins passé 11 ans à payer seulement $50. Mes amis, vous m'blé a fête dans mois juillet la fait chaud. Nous demandons tous compatriotes pour habiller à l'haïtienne, habiller relax, ou sinon pour ton petit bagay, un petit maillot sur qui rappelle pour tes pays d'Haïti ou bien belleté exactement département côté sorti. Info 646 853 68 45 917 602 6908. Invitation signée House of the Living God. Mes amis, c'est pour aller faire chic choc brodin. Pas rater gala, ça n'attend nous toutes. Bienvenue. Le fait que le fils du président haïtien se présente dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince avec son passeport diplomatique là, on aurait pu évoquer le fait que il ne s'est pas identifié, non, il s'est présenté avec son passeport diplomatique, il a réclamé l'asile. On lui a fermé la porte, l'exposant une fois de plus à de la torture. Vous savez, s'il était au Canada, il aurait pu, enfin s'il s'agissait du Canada, Jovenel pourrait poursuivre le Canada parce que Jovenel aurait été exposé à de la torture. Donc c'est un traitement anticonstitutionnel. Mais dans le cas du droit américain aussi, Jovenel pourrait poursuivre, n'est-ce pas, le département d'État, département duquel relève l'ambassade. Donc ça aussi c'est une signature. C'est que les États-Unis voulaient non seulement punir
Jovenel Moïse, mais les États-Unis voulaient punir aussi Joverlin. Pour quelle raison? Parce que il y a de ces missions sensibles que le président Jovenel avait confiées à son fils, et lorsque les États-Unis l'ont découvert par la suite, lorsque les États-Unis l'ont découvert après coup, ils ont voulu aussi punir Joverlin. Voyez-vous, ça aussi c'est une signature. Sauf que le juge d'instruction a volontairement détourné le regard de cette piste-là. Donc tout ceci pour vous dire qu'il n'y a pas de meurtre qui ne soit pas signé. Ici, il s'agit clairement d'un meurtre géopolitique. Il s'agit clairement d'un meurtre économique. Il s'agit clairement d'un meurtre politique. Et tous les acteurs, à quelque secteur qu'ils appartiennent, ont signé le meurtre. C'est comme lorsque, par exemple, vous lisez, je ne sais pas moi, vous lisez l'acte de l'indépendance d'Haïti. Hein? Dans l'acte de l'indépendance, vous retrouvez plusieurs signatures. Le général en chef, le très regretté Jean-Jacques Dessalines va apposer sa signature et on va le faire selon un certain ordre, selon une certaine hiérarchie, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans l'armée. Mais vous retrouvez les généraux, vous retrouvez des officiers moyennement importants, vous retrouvez de simples soldats et vous retrouvez de simples civils. Donc il n'y a pas qu'une signature. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet assassinat l'ont signé. Et mon travail aujourd'hui sera d'attirer votre attention sur quelques signatures. Mais parmi toutes ces signatures, il y en a deux qui m'intéressent particulièrement. Et vous l'aurez compris si vous suivez le titre de l'émission, c'est « L'énigme du tandem Martine Moïse et Claude Joseph ». Les deux ont menti, mais les deux ont signé aussi ce crime. Les deux l'ont signé. Et je vais vous exposer la graphie de la signature de Martine Moïse, la graphie de la signature de Claude Joseph. Et tenez, je m'intéresserai aussi à la graphie de la signature de quelqu'un comme Dimitri Vorbe, de quelqu'un comme Boulos. Vous voyez, c'est des gens qui courent encore. Hein? C'est des gens qui courent encore. Et je vous avais fait la promesse que, et je vais choisir mon mot ici, que jamais cette mort ne mourrait. Vous dites, ah oui, mais est-ce qu'une mort peut arriver deux fois? Bien sûr, pour nous les Africains, un mort peut mourir deux fois si on arrête de parler de lui. Eh bien, je vous avais dit que je ne laisserai pas s'évanouir dans la conscience haïtienne, dans la conscience civile, dans la conscience citoyenne du monde, je ne laisserai pas s'évanouir cette mort. Il faut qu'on en parle jusqu'à ce qu'on touche au plus grand nombre de poissons que possible. J'étais tellement heureux d'entendre le fils du président dire que pour les petits poissons, c'est réglé. Des petits poissons comme les exécutants haïtiens. Mais lui, il s'intéresse aux gros poissons. Et vous l'avez entendu, les gros poissons pour lui, ce sont des membres des services secrets. Les gros poissons pour lui, c'est les membres du département d'État. Les gros poissons pour lui, ce sont ceux qui, au sein de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, connaissaient des choses, planifiaient des choses. Vous savez qu'un tel meurtre se planifie. Eh bien, le type de planification auquel nous avons assisté, c'est aussi une signature. Qui savait quoi? Et on ne peut pas dire « Ah, je ne savais pas ». Claude Joseph, c'est un petit peu sa plaidoirie. « Moi, je ne savais pas ». Non, Claude Joseph, vous ne pouvez pas dire que vous ne saviez pas. Il y a un procès retentissant qui constitue un précédent. Et la jurisprudence s'y réfère à chaque fois qu'un politicien, à chaque fois qu'un élu, à chaque fois qu'un haut commis de l'État plaide qu'il ne savait pas, eh bien la fameuse question qu'on doit lui poser, mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait pour le savoir?
C'était la fameuse question du juge en France, quand des politiciens, dans l'affaire du scandale du sang contaminé de la Croix-Rouge, vous vous souvenez, années 80, années 90 de mémoire, et les politiciens, n'est-ce pas, défilaient devant le juge enquêteur en disant « Monsieur, je ne le savais pas ». Et il y a ce qu'on appelle le principe de précaution, pas vrai, en droit. Eh bien, le juge lui disait à chacun, ou bien leur disait à tous, mais oui, vous prétendez ne pas savoir. Qu'avez-vous fait pour le savoir? On le comprend a posteriori, que des Colombiens s'étaient installés au pays. Moi, au moins, depuis le mois de décembre, des gens comme Sanon, Emmanuel Sanon, qui aspirait à la présidence en remplacement de Jovenel Moïse, lui, il ne cachait à personne, même à moi. Il disait, écoutez, lors d'un appel téléphonique, mais que c'était lui, que Marco Rubio, c'était lui que les Américains avaient choisi pour remplacer Jovenel Moïse. Et moi, j'ai fait ces déclarations-là en public. Je les ai faites sur ma chaîne, je les ai faites sur l'antenne de Vision 2000 avec Valérie Numa. Pourquoi le juge d'instruction ne m'a jamais appelé? Pourquoi personne en Haïti ne m'appelle? Moi, j'en sais des choses, moi. Je suis prêt à partager quelques-unes de ces choses-là. Ah, tenez. Il y a une volonté de détourner les regards vers certaines signatures qui s'écrivent avec des lettres de sang. Il faut qu'on s'intéresse à ces signatures. Ma méthode, quand il y a enquête, c'est d'identifier des gens qui ont clairement signé un crime, de les faire parler, de les faire passer à table, pour répéter le langage des gens de métier, de telle sorte que par eux, nous puissions remonter au gros poisson, selon la formule de Jovenel Moïse. Toute une introduction, encore une fois, nos ennemis qui sont nombreux, nos ennemis qui sont puissants, tablent sur notre amnésie. Ils font le pari que nous allons oublier de parler du meurtre de Jovenel Moïse à force de nous intéresser à des affaires secondaires, à des affaires tertiaires ou à des affaires accessoires. Non, je vous avais dit qu'il faut que cette affaire reste sur notre conscience jusqu'à ce qu'on la résolve, cette affaire. Eh bien, aujourd'hui, je vais m'intéresser au tandem Martine Moïse et Claude Joseph. Les deux ont menti. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le Monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Martine a menti grossièrement, dès le premier jour, sur des choses qu'on peut facilement contre-vérifier. Pourquoi a-t-elle menti sur des affaires qu'on peut facilement contre-vérifier? C'est parce que rapidement, elle a craqué, elle n'a pas suivi le script qu'on lui a proposé. Voilà pourquoi vous avez compris, après ces 2 entrevues tissées ou truffées de mensonges qu'elle a accordées au réseau CNN, jamais n'a-t-elle accordé d'entrevues à des enquêteurs ou à des journalistes haïtiens. Elle n'oserait pas parce que les journalistes haïtiens sont au courant de trop de choses pour qu'elle aille leur mentir en pleine face. Elle a préféré accorder des entrevues truffées de mensonges à des étrangers, question de se faire une image de victime parce qu'elle sera candidate. Je vous l'avais dit, dès la première semaine. Imaginez quelqu'un dont le mari a été assassiné
en sa présence, suivez mon regard, on n'est même pas sûr que Martin Moïse était dans la chambre, hein. Je vais vous dire ce que j'en sais. Moins de 48 heures après, vous êtes sur un lit d'hôpital, vous faites un voice dans lequel vous annoncez votre candidature. Peut-être que ce message a-t-il été enregistré avant le meurtre. Si le message a été enregistré avant le meurtre, cela voudrait dire que Martin Moïse, une fois de plus, était au courant de ce qui allait se passer. Martine a menti sur autre chose. Lorsqu'elle a dit que le premier à être arrivé sur la scène de crime, c'est pas raison. Ce n'est pas vrai. C'est quelqu'un d'autre dont je vais vous dire le nom. Pourquoi cache-t-elle ces vérités? Et parmi les enquêteurs, même parmi des enquêteurs américains, hein, il y en a à qui j'ai parlé et qui disent qu'il n'est même pas sûr que Martine, pendant le meurtre, ait été dans la maison. Donc Martine ne dit pas tout. Martine dit le contraire de ce qu'elle sait. Si elle le fait, c'est qu'elle protège quelqu'un. C'est qu'elle protège un certain nombre de personnes. Mais qui protège-t-elle? Je sais, je vois vos commentaires, quelques-uns d'entre vous me reprochent de m'acharner sur Martine Moïse. C'est mon droit. Martine n'est plus une suspecte. Martine n'est plus un témoin. Désormais, Martine, c'est une personne qui a été reconnue coupable, puisqu'un juge l'a inculpée. Donc, à moins que vous ne vouliez même pas que je parle de quelque criminel que ce soit, là, un juge a clairement dit qu'il faut inculper Martine Moïse, que Martine est coupable dans cette affaire. Elle est complice, que Claude Joseph est complice. Claude Joseph fait appel de ce jugement, c'est son droit. Martine Moïse, que je sache, ne fait pas appel. Alors, qui ne dit mot consent, puisqu'elle ne fait pas appel, du moins je ne pas que je sache, qui ne dit mot consent, si elle ne fait pas appel, c'est qu'elle assume ce verdict de culpabilité. Martine a toujours menti dans cette affaire de 14 balles. Martine n'a reçu qu'une balle, une seule balle. Elle a prétendu avoir reçu 1, 2, 3, 4, je pense qu'elle est allée jusqu'à 7, pourquoi pas 70 balles, tenez. Martine n'a reçu qu'une balle, une balle au coude. Je connais quelqu'un qui a vu son certificat médical. Martine a reçu effectivement une balle au coude. Et elle a eu une petite égratignure au ventre et une petite égratignure aux fesses. Et le médecin lui a clairement dit que ce n'était pas des balles, c'est les éclats de verre qui l'ont égratigné au ventre, qui l'ont égratigné aux fesses. Donc, mais pourquoi tous ces mensonges-là? C'est que dès le début, Martine a cherché à nous enfumer. Dès le début, Martine a cherché à polariser notre attention vers des pistes inutiles. Quand quelqu'un fait ça, elle a une intention. Et si on veut résoudre un meurtre, il faut faire comme les policiers font. Il faut s'acharner, je vous reconnais ce verbe, il faut s'acharner sur un témoin. Dans le cas de Martine, il ne s'agit même plus d'un témoin, sur une coupable. Dans son cas, elle a été reconnue coupable par un juge d'instruction, lui exposer ses mensonges de telle sorte qu'elle passe à table, c'est-à-dire qu'elle nous fasse des confessions et que par ces confessions, on peut remonter la chaîne de la criminalité pour qu'on arrive au gros poisson. Alors, je vous suggère aujourd'hui de penser en termes d'entonnoir. Hein? Un entonnoir, n'est-ce pas, inversé. Nous partirons de la partie la plus fine vers la partie la plus large. La partie la plus fine, mais c'est les gens du département d'État, les services secrets américains, et on saura pourquoi. Tenez, je déballe déjà toute l'émission. Restez là, je vous invite à observer cette fameuse pause. Aujourd'hui, une fois de plus, vous aurez besoin de toute votre tête, de toute votre attention. Offrez-vous une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car
aujourd'hui encore, selon nos habitudes, nous allons nous dire les vraies affaires. De vieilles affaires depuis 4 ans, mais des affaires nouvelles, car il ne faut pas que ce meurtre reste impuni. Les badiots de ce monde étaient impliqués, mais il ne faut pas qu'ils portent seuls la responsabilité de ce meurtre au sommet de l'État haïtien. On observe la pause. Je vous reviens tout de suite après, comme convenu. À tout à l'heure. Alors revenons à ce que je vous ai dit dans l'introduction de l'émission. Il n'y a pas de meurtre politique qui ne soit pas signé. Parce que quelqu'un qui commet un meurtre politique veut envoyer un message. Et s'agissant de l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est d'abord un meurtre géopolitique. Et donc, les doctrinaires de la géopolitique américaine tenaient à signer ce meurtre. Ma formation d'historien m'impose un certain nombre de déformations. Un historien est tout le temps en train de comparer. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ces meurtres géopolitiques, ces meurtres politiques, mais on les retrouve à travers l'histoire antique de Rome, on les retrouve dans l'histoire antique de l'Égypte, on retrouve ces meurtres-là partout, et tenez, en Haïti. En Haïti. Pourquoi aller en Égypte? Pourquoi aller à Rome? Pourquoi aller, n'est-ce pas, dans la Grèce antique, quand en Haïti, on a pléthore d'exemples. Vous vous souvenez de l'assassinat du tout premier homme d'État haïtien, l'empereur Jean-Jacques Dessalines? Lorsque notre bienheureux empereur a été assassiné, eh bien, on n'a pas cherché longtemps avant qu'on sache qui a fait ça. Mais mieux, celui qui a commandité ce meurtre est allé devant le Parlement haïtien et il a dit: j'ai assassiné le tyran. Alexandre Pétion n'a pas laissé le mystère courir ni se durcir au point de devenir opaque. Il est allé dire au Parlement haïtien: mais j'ai assassiné le tyran. Il l'a signé, le meurtre. Bon, pour quelle raison? Parce qu'il voulait être le premier à recueillir les fruits politiques de son meurtre, car il s'agit là d'une bataille pour le pouvoir. Mais c'est la même chose dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les États-Unis l'ont signé, ce meurtre-là. Vous vous souvenez de mon image? J'ai dit qu'il faut utiliser l'image de l'entonnoir inversé. Normalement, plutôt que de voir l'entonnoir à partir de son côté le plus large, on l'inverse et on part du côté le plus fin vers le côté le plus large. Je vous avais dit dès le 7 juillet 2021 que c'est un meurtre géopolitique. Les États-Unis ont signé ce meurtre-là. Bon. À moins qu'on soit un enfant de 2 ans, à moins qu'on ne s'intéresse pas du tout à l'histoire géopolitique d'Haïti, tout le monde sait que personne ne peut oser opérer un coup d'État en Haïti, que personne ne peut commettre un meurtre politique, tuer un ministre, tuer pour des raisons politiques un homme d'affaires, sans avoir la bénédiction des États-Unis, sans planifier le meurtre avec les États-Unis.
si vous en doutez, posez-en la question au colonel Himmler Rébus. Il est encore vivant. Himmler Rébus, c'est ce jeune officier de police, alors commandant du corps des Léopards, unité spécialisée dans la défunte armée d'Haïti. Il a poussé l'audace avec quelques camarades jusqu'à renverser le général Avril. Il l'a mis aux arrêts, il l'a renversé. Et puisqu'il ne voulait pas lui-même devenir président, mais il a appelé son supérieur, le général Erard Abraham, qui est mort voilà quelques mois maintenant, et lui dit, écoutez, voici ce que nous venons de faire, nous vous remettons le pouvoir. Vous savez quelle a été la seule question du général Erard Abraham? Il a demandé au colonel Himmler Rébus, avez-vous parlé à l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince? Dès lors que Himmler Rébus lui a dit que non, qu'il n'avait pas parlé à l'ambassadeur des États-Unis, donc il n'avait pas la bénédiction de l'ambassade des États-Unis pour renverser Prosper Avril et pour remettre le pouvoir au général Abraham. Vous savez ce que le général Abraham a dit à Himmler Rébus, mais votre affaire ne marchera pas. Il lui a raccroché au nez. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le coup d'État de Himmler Rébus n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce que l'ambassade américaine n'avait pas donné sa bénédiction. Et on connaît la suite. Ils ont été arrêtés, c'est-à-dire Himmler Rébus et ses complices. Pourquoi? Parce que personne n'opère de coup d'État en Haïti, personne n'opère de meurtre politique au haut niveau en Haïti sans la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Là, il s'agissait d'un coup d'État. Parce que le renversement, que dis-je, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est aussi un coup d'État, c'est une bataille pour le pouvoir, et nous allons voir, n'est-ce pas, les grands acteurs. Mais Himmler Rébus, malgré le fait qu'il avait déjà mis aux arrêts le général Avril, n'a pas réussi son coup parce que celui à qui il voulait passer le pouvoir a dit « si je n'ai pas la bénédiction de l'ambassade américaine, je ne vais pas prendre le pouvoir, et si vous n'avez pas l'accord des Américains, cette affaire ne marchera pas. » Les propos de Erard Abraham étaient prophétiques, parce que c'est un homme, n'est-ce pas, c'est un homme de carrière dans l'armée d'Haïti. L'armée d'Haïti, qui est connue comme faiseuse et défaiseuse de présidents, n'a pu accomplir sa sale besogne sans la bénédiction du département d'État. Et quand il y a meurtre politique, tout le monde le sait, pour assassiner Antoine Izméry et son frère Guy Izméry, n'est-ce pas? Ces deux hommes qui ont été assassinés pour des raisons politiques parce qu'ils soutenaient un certain pouvoir, eh bien, les militaires n'auraient jamais pu les assassiner s'ils n'avaient la bénédiction de l'ambassade américaine. Et des journalistes enquêteurs ont prouvé clairement que avant et après l'assassinat de ces deux frères du secteur des affaires, l'ambassade américaine était informée et l'ambassade américaine continuait de donner des consignes claires aux assassins de ces hommes. Donc, à moins qu'on soit naïf, à moins qu'on choisisse de l'être, à moins qu'on choisisse de ne pas voir ce grand éléphant dans la pièce qui bouge et qui crie, eh bien, l'ambassade des États-Unis, le département d'État, les services secrets américains ont signé en lettres de sang le meurtre du président Jovenel Moïse. Le prétexte leur a été servi par le comportement imprévisible des dernières années de son mandat du président Jovenel Moïse lui-même. Pendant les 3 premières années de son mandat, voire les 4 premières années de son mandat, Jovenel Moïse était un chef d'État soumis, comme la plupart des présidents haïtiens, au diktat de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. On le sait, il soumettait toutes ses politiques publiques à l'approbation de l'ambassade américaine, jusqu'à ce qu'ils comprennent, Jovenel Moïse, c'est quand même quelqu'un de la paysannerie haïtienne. Jovenel Moïse est du patelin de mon père, il est du Trou du Nord. Et les paysans ont toujours ce vieux réflexe nationaliste
que j'approuve d'ailleurs, et que les services secrets ne prévoient pas toujours. Jovenel Moïse avait une promesse phare, celle d'électrifier tout Haïti en 2 ans. Et voilà qu'il s'approchait dangereusement de la fin de son mandat et tout le monde cherchait l'électricité et ne la voyait pas. Alors il a choisi de mandater en secret quelqu'un de très proche de lui. Il l'a envoyé en Chine, il l'a envoyé en Russie, par Cuba, et les services secrets américains ont été pris au dépourvu. Et Jovenel Moïse a commis l'imprudence, peut-être l'outrecuidance, jusqu'à en parler ouvertement, mais après les faits, à Madame l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince. Et quelqu'un qui a assisté à cette rencontre m'a dit que Madame l'ambassadeur des États-Unis à Port-au-Prince a réagi comme quelqu'un à qui on venait de faire un bébé dans le dos. Comment vous avez pu nous faire ça? Vous êtes ingrats. Après tout ce que les États-Unis ont fait pour vous, vous ne seriez pas au pouvoir, n'était notre support. Comment avez-vous pu faire ça? On a aussi fait des reproches à Claude Joseph, parce que Claude Joseph, c'était celui qu'on avait placé auprès de Jovenel pour qu'il informe l'ambassade américaine de tous ces mouvements. Or, même lui a été pris au dépourvu de ce virage radical du président Jovenel Moïse. Jovenel Moïse a voulu passer de l'emprise féroce des Américains à une emprise qu'il estimait plus souple, n'est-ce pas? Celle du groupe de Shanghai, qui aujourd'hui est en train de se dessiner comme le groupe du BRICS. Suivez mon regard. Il a voulu refaire le coup de Duvalier. Vous vous souvenez le cri de Jacmel de François Duvalier. Si la main droite refuse de me nourrir, eh bien je vais me tourner vers la main gauche, se référant ainsi à la Russie soviétique d'alors. Eh bien, les Américains n'aiment jamais se faire coiffer 2 fois au poteau par un nègre, sentant venir le coup d'un Jovenel Moïse qui veut se tourner clairement vers la Chine, qui veut se tourner clairement vers la Russie, vers la Fédération de la Russie pour réaliser sa promesse phare, qui voulait clairement se tourner vers la Turquie, eh bien, les services secrets américains ont choisi de marquer le coup en frappant l'imaginaire par un assassinat crapuleux en la résidence privée du président. Et notez comment ils tenaient à marquer le coup. Ils auraient pu faire sauter le véhicule du président lors de son passage sur quelque route que ce soit. Ils auraient pu lui servir un poison. Les services secrets américains ont tué combien de colonels, combien de hauts placés dans l'armée haïtienne parce que les services secrets avaient des raisons de croire que ces colonels-là étaient impliqués dans le trafic de la drogue, mais on s'est servi de leur épouse, on s'est servi de leur conjointe pour leur, n'est-ce pas, asséner ce poison. Mais on aurait pu faire cela. S'ils ont choisi de le faire de manière si scandaleuse, c'est qu'ils ont voulu nous envoyer à vous et à moi un message, c'est-à-dire gare à vous. Si vous pensez pouvoir nous échapper, c'est la fameuse doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, si vous pensez pouvoir nous échapper en tentant de nous refaire le coup du cri de Jacmel de Duvalier, si la main droite refuse de nous nourrir, nous allons nous tourner vers la gauche, eh bien nous allons vous assassiner. Et c'est aussi pour cela qu'ils ont envoyé des tireurs après Jovenel Moïse.
C'est aussi pour cela, si vous vous posiez la question, c'est aussi pour cela qu'ils n'ont pas accordé l'asile politique, qu'ils n'ont pas accordé la protection, n'est-ce pas, diplomatique à Jovenel Moïse, parce qu'ils savent que Jovenel était très proche de son père et que Jovenel avait été informé qu'il avait approuvé le virage de son père des États-Unis vers la Russie et la Chine. Ils ont voulu lui faire la peau à lui aussi. Et maintenant que Jovenel a révélé la chose sur la plateforme d'un confrère, eh bien je lui ai dit dans nos conversations, maintenant vous savez que publiquement vous êtes l'ennemi des Américains. Et j'étais tellement heureux de l'entendre me dire dans son délicieux créole, docteur Fils-Aimé, Rele Bouki, bonjour parraine la mangéo, Rele Lougaou la mangéo, eh bien qu'il aille se faire foutre. Eh bien dans le délicieux créole, vous appelez... n'est-ce pas, le méchant parrain, il va vous bouffer. Vous dites qu'il est méchant, il va vous bouffer. Eh bien, mais autant lui dire qu'il aille se faire foutre. Eh bien, pourvu que ce ne soit pas une posture, bravo Jovenel, mais Jovenel, désormais, sait qu'il est dans la mire des Américains. Donc, le message que les Américains ont voulu, n'est-ce pas, envoyer aux Haïtiens, qu'ils ont voulu envoyer, n'est-ce pas, à tous les dirigeants, à tous les politiciens des pays émergents, des pays pauvres, n'est-ce pas, ou plutôt des pays appauvris, c'est que si vous osez nous échapper, si vous osez tenter de, n'est-ce pas, d'opérer un virage pour le bien de votre pays, nous irons vous assassiner même dans votre chambre à coucher. Donc, l'opération est signée par les services secrets américains. Quel autre trait de lettre dans la graphie américaine? Mais voyons, rendez-moi fou ou sage. La Colombie, c'est la cour arrière des Américains pour toutes les opérations subversives dans la région. Quand les États-Unis vont renverser un gouvernement dans la région, souvent, c'est en Colombie qu'il envoie ses hommes s'entraîner. Et c'est souvent d'anciens militaires ou d'anciens mercenaires colombiens qu'ils se servent pour accomplir leur sale besogne. 6 mois avant l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est-à-dire depuis le mois de décembre, des Colombiens entraient et venaient, il y en a qui s'installaient. Et moi, je sais qu'il y avait 2 Colombiens qui dormaient toujours dans une chambre à côté de Jovenel Moïse quand il voyageait. Quand Jovenel dormait dans un hôtel, eh bien, la chambre d'à côté, il ne le savait pas, était toujours occupée par 2 Colombiens qu'il surveillait, qui attendaient tout simplement le mot d'ordre des services secrets pour l'assassiner. Et donc, quand vous êtes les États-Unis d'Amérique et quand vous êtes un employé du département d'État dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, 3e ou 4e en importance en matière d'étendue ou en matière de superficie, eh bien, quand vous êtes dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, vous ne pouvez faire croire à qui que ce soit que vous ne savez pas que des Colombiens entrent avec des armes, que des Colombiens se cherchent, n'est-ce pas, une résidence pas trop loin de la résidence privée du président. Quand vous êtes dans l'ambassade, quand vous travaillez pour les services secrets américains, vous savez très bien qu'il y a une opération qui va se faire, d'autant que c'est vous-même les services secrets américains, qui êtes derrière tout cela. Comme Pétion, après l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, avait déclaré « j'ai assassiné le tyran », eh bien les États-Unis crient à qui veut l'entendre qu'ils ont assassiné Jovenel Moïse parce que Jovenel Moïse avait dépêché un émissaire en Russie et en Chine en passant par Cuba de manière à faire affaire avec eux. Et il l'a prouvé en accréditant pour la première fois dans notre histoire l'ambassadeur itinérant de la Fédération de la Russie à Port-au-Prince. 15 jours plus tard, les Américains ont donné l'ordre de le faire assassiner. Les Américains ont à ce point signé ce meurtre qu'il y a eu
un procès au tout début, là, un petit poisson qu'on a arrêté, je pense que c'est un Colombien, etc. Et ces avocats de ces Colombiens-là ont voulu savoir ce que savaient les services secrets américains dans cette affaire. Et vous savez ce qu'a dit le juge? Le juge a ordonné la fermeture du dossier. Pour quelles raisons? Pour des raisons de sécurité de l'État américain. Donc des raisons d'État. Et je sais aussi que les avocats de Joe Verlin se heurtent au même type de réponse. À chaque fois que son cabinet international pousse la question de l'implication, pousse la question des informations dont disposaient les services secrets américains, donc le département d'État, à chaque fois, son cabinet se heurte à la même réponse. Pour des questions de sécurité, pour des questions d'État, nous ne répondrons pas à cette question. Donc, les Américains ont clairement signé ce meurtre. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Alors, poursuivons notre analyse grâce à notre entonnoir inversé. Donc, nous partons du côté le plus fin vers le côté le plus large. Donc, les Américains, pour des raisons géopolitiques, assassinent Jovenel Moïse, mais ils n'envoient pas les Navy Seals le faire. Ils n'envoient pas leurs propres unités d'élite commettre ce meurtre. Pour quelle raison? Parce que ils disent nous avons des alliés en Haïti. Et les premiers alliés, les alliés traditionnels des Américains contre Haïti, c'est le secteur des affaires. C'est le secteur des affaires. Jovenel Moïse a pris langue pendant les 3 premières années avec le secteur des affaires. Jovenel Moïse est arrivé au pouvoir grâce au soutien économique du secteur des affaires. Tout le monde savait que les boulos de ce monde, les APED, les Bidjo, soutenaient Jovenel Moïse. Si vous en doutez, rappelez-vous cet ouragan qui frappait les gens du Sud. Jovenel Moïse était encore candidat, c'est-à-dire il n'avait pas encore les grands moyens de l'État haïtien, donc les ressources financières. Et Jovenel Moïse débarquait dans le Sud. Et le verbe débarquer est le verbe approprié puisqu'il arrivait par mer et il distribuait des kits de nourriture, des kits de produits de première nécessité aux riverains de la zone. Et tout le monde savait, parce que les financiers de Jovenel Moïse ne s'en cachaient pas, les Réginald Boulos de ce monde, les Bidjo, eh bien s'en vantaient du fait que c'est leur pouvoir. Jovenel Moïse était leur candidat. Et pour ces gens-là, c'est un investissement. Et donc, Jovenel Moïse, dans un premier temps, prenait langue avec le secteur des affaires. Et je vous ai dit que le secteur des affaires, parce que ce n'est pas un secteur haïtien, c'est un secteur étranger, les Syro-Libanais, des Arabes qui sont arrivés chez nous pauvres, comme Job, et qui rapidement se sont enrichis en faisant des compromis, en faisant sauter le palais national, suivez mon regard, en subventionnant la campagne de certains candidats, mais très rapidement, ces gens-là sont devenus riches parce qu'ils ont bénéficié de monopoles dans des secteurs vitaux de l'économie haïtienne. Et donc, ces gens-là, c'est les alliés traditionnels des Américains. Et donc, pour en revenir à Jovenel, Jovenel a pris langue avec le secteur des affaires pendant les 3 premières années de son quinquennat.
Et il a compris en tant que paysan, le fameux réflexe du paysan, n'est-ce pas qu'il ne faut pas sous-estimer, le fameux réflexe nationaliste du paysan haïtien. Jovenel Moïse a des racines paysannes, tout comme moi, mon père est du Trou du Nord, comme lui. Eh bien, ces vieilles racines paysannes l'ont porté à remettre en question certaines pratiques du secteur des affaires. Exemple, un Dimitri Vorbe qui, par Sogénère, faisait des millions de dollars américains en vendant de l'électricité à l'État haïtien. Sauf que tout le monde cherchait l'électricité, suivez mon regard, comprenez mon jeu de mots, personne ne la voyait, cette électricité. Donc, plutôt que de vendre de l'électricité à l'État haïtien, Sogénère de Dimitri Vorbe vendait du blackout au peuple haïtien. Et Jovenel Moïse, publiquement, a remis cela en question. Et Dimitri Vorbe n'aimait pas cela, puisque publiquement aussi, n'est-ce pas, les enregistrements sonores existent, heureusement, publiquement aussi, depuis la République dominicaine voisine, je crois, Dimitri Vorbe a juré de ne pas laisser Jovenel terminer son mandat. Il a juré de le faire supprimer, même si pour cela, il fallait qu'il redevienne pauvre. Et donc, les États-Unis, pour accomplir leur sale besogne géopolitique, avaient des alliés. Parce que Jovenel Moïse avait commencé à frustrer des gens du secteur des affaires. Réginald Boulos, après avoir soutenu à bout de bras, à bout de dollars, n'est-ce pas, le pouvoir de Jovenel Moïse, a tourné le talon contre lui. Il est devenu son ennemi juré. Et donc, les Américains, qui sont au courant, n'est-ce pas, des agissements du secteur des affaires, puisque le secteur des affaires, c'est le fils de pute des Américains, eh bien, les Américains n'avaient pas à chercher loin. Ils avaient déjà des alliés. Et quand vous relisez 4 ans plus tard les propos de Jarre, un petit salopard assassin à teint clair en Haïti, qui disait que oui, nous, du secteur des affaires, nous nous sommes cotisés, nous avons contribué monétairement pour monter l'opération de l'assassinat du président. Eh bien, on avance le chiffre pharaonique de 60 millions de dollars américains pour embaucher une firme colombienne qui a pignon sur rue en Floride, de telle sorte que cette firme-là puisse recruter des mercenaires colombiens, qu'on puisse acheter des armes, n'est-ce pas, pour donner à ces Colombiens-là, les faire sortir de prison, leur payer des passeports, ça coûtait de l'argent. Et Jarre a dit, nous, dans notre secteur des affaires, nous avons contribué. Bien sûr qu'ils ont contribué. Les véhicules neufs qu'utilisaient les Colombiens, ça je l'ai dit dès la première semaine du meurtre de Jovenel Moïse, et je suis heureux de voir que les gens reprennent ces propos-là. Il ne faut pas qu'on les oublie. Eh bien, les véhicules neufs, 9 véhicules, des Nissan Patrol blancs, on les a loués où? Chez Réginald Boulos. Et après le meurtre de Jovenel Moïse, le matin même du meurtre de Jovenel Moïse, tandis que la police, n'est-ce pas, courait après des Colombiens qui roulaient à bord de ces véhicules-là, après avoir arrêté ces Colombiens, imaginez ce que la police a fait. La police a posé un acte mafieux, la police a incendié, la police a calciné ces véhicules-là. Quand ces choses-là arrivent, c'est qu'on a quelque chose à cacher. Pourquoi le juge d'instruction n'a pas interrogé Boulos pour dire « Mais à qui avez-vous loué ces véhicules-là » Quand quelqu'un débarque et loue 9 véhicules neufs de chez vous, mais qui a donné sa carte de crédit? Maintenant que ces véhicules ont été calcinés, ils ont été incendiés, qui vous a remboursé? C'est que chacun contribuait, chacun du secteur des affaires contribuait à sa façon pour le montage et la réussite de cette opération. Encore une fois, l'historien, moi, m'oblige à faire des comparaisons. Quand on devait assassiner l'empereur Jean-Jacques Dessalines, mais des rencontres se tenaient dans des salons
dans des salons d'hommes et de femmes riches dans le Sud. Il fallait avoir le support des gens qui ont les moyens, car les soldats qui seraient impliqués, les unités qui seraient impliquées, les bataillons qui seraient impliqués dans l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, il faut les payer, il faut leur graisser la patte, et cet argent-là ne tombe pas du ciel. Eh bien, cet argent-là, il faut le trouver auprès de ceux qui ont de l'argent, en leur montrant l'intérêt qu'ils avaient dans l'assassinat de l'empereur. Mais c'est la même chose. Quand un Dimitri Vorbe risquait de perdre le contrat, de vendre du blackout pour plusieurs millions de dollars par semaine, quand un Boulos perdait ses avantages, perdait ses monopoles parce que Jovenel Moïse revenait à ses vieux réflexes de paysan, il n'y a pas que ces salauds-là. C'est vraiment le secteur des affaires qui s'enrichit grâce à des politiciens que les Américains et eux-mêmes, ces gens du secteur des affaires, placent au pouvoir. Et quand ces gens-là veulent, quand les gens qui sont au pouvoir veulent changer de tactique, alors ils se font assassiner. Là encore, Joverlin, sur ma chaîne, nous a aidé à comprendre le mode d'agir, le mode de fonctionnement du secteur des affaires. Jovenel Moïse a fait campagne pendant 2 ans sur la promesse formelle d'électrifier tout Haïti pendant 2 ans. Eh bien, enfin, d'électrifier tout Haïti en l'espace de 2 ans. Mais, comprenez, s'il faut en croire La Rochefoucauld, que les vertus se perdent dans les intérêts comme les fleuves dans les mers, dès lors que Jovenel Moïse se propose d'électrifier Haïti, il y a un secteur qui se sent menacé, le secteur qui fait profit grâce au blackout en Haïti. Et donc le premier qui s'est senti menacé, c'est justement Dimitri Vorbe. Et tous ceux qui font de l'argent en vendant, n'est-ce pas, des génératrices, en vendant toutes sortes de produits qui nous permettent, n'est-ce pas, d'aller chercher l'énergie solaire. Eh bien, dès lors que Jovenel Moïse s'était engagé et commençait à placer les infrastructures conduisant à l'électrification du pays dans 2 ans, eh bien, ces gens-là voyaient leurs intérêts menacés. Et pensez-vous qu'avec les moyens dont ils disposaient, l'argent dont ils disposaient, l'oreille américaine, n'est-ce pas, dont ils disposaient, ne pensez-vous pas qu'il leur était plus profitable de supprimer Jovenel Moïse? Mais voyons, les amis. Donc vous voyez, ma logique d'entonnoir inversé, on part, n'est-ce pas, du côté le plus fin et tranquillement, on s'en va vers le côté le plus large. Eh bien, dans le côté le plus fin, à part le département d'État, donc les services secrets, vous avez aussi le secteur des affaires, car la politique publique annoncée de Jovenel Moïse perturbait l'ordre des affaires en Haïti. Les Boulos se sentaient menacés, les Bidjo se sentaient menacés, les Vorbes se sentaient menacés. Les politiques publiques de Jovenel qui voulaient réduire, n'est-ce pas, la marge de profit de ces gens-là, venaient se heurter à leur gourmandise, à leur avarice traditionnelle, et il était plus facile pour eux de supprimer Jovenel. Ils auraient pu tout simplement le renverser, encore que sa mort conduise à son renversement. Mais ils voulaient envoyer un message clair à vous et à moi, qui voulons que ça marche en Haïti. Ils voulaient envoyer un message clair à tous ceux qui oseraient s'attaquer à leurs intérêts personnels, à leurs intérêts claniques, à leurs intérêts, n'est-ce pas, familiaux, que tous ceux qui s'en prendraient à eux finiraient comme Jovenel. Voilà pourquoi Jovenel n'a pas seulement été assassiné, c'est un véritable holocauste. Jovenel a reçu pas moins de 11 ou 12 balles. Était-ce nécessaire? Non, c'était pour vous et moi. Et donc c'est regrettable que le juge d'instruction n'aille chercher personne de ce côté-là. Les Boulos courent encore, il faut les questionner. Dimitri Vorbe court encore, il faut les questionner. Les Bidjo, penses-tu vraiment qu'on oserait assassiner un président en Haïti sans avoir l'accord de l'homme riche le plus puissant d'Haïti, sinon de l'homme des affaires le plus riche, n'est-ce pas, des Antilles? Mais voyons, les amis, c'est penser en enfant. Or, le but de cette chaîne, c'est de vous dézombifier,
de manière à ce que vous appreniez à réfléchir comme adulte. Mais vu que l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est d'abord une bataille géopolitique, donc bataille pour le pouvoir, c'est aussi une bataille pour le pouvoir économique, mais c'est enfin une bataille pour le pouvoir politique. Il faut voir à qui on promettait le pouvoir politique. Et c'est là où le tandem Martine Moïse et Claude Joseph m'intrigue. On observe une pause, je vous reviens après, c'est promis. À tout à l'heure. Mes nouvelles qui pichonnent dans le canton. Dimanche 13 juillet 2025, Showtime, 4 heures pile. Rendez-vous à pas l'autre encore, c'est dans chez Mireille's Restaurant, qui t'habite dans 170 Post Avenue, Westbury, New York, dans Long Island. Nous allons faire une promenade à travers 10 départements géographiques pays d'Haïti, côté que nous allons apprendre à connaître l'histoire, chaque département séparément, richesse qui gagne et en bas l'homme et en bas terre, et puis apprendre, apprécier, déguster, manger chaque département ça yo. Tandis ça, président pour faire quinquin, praise dance, chanter ti monde qu'on chanter dans la ligne claire, animation musicale la sienne, petit Claude Aurélien, pigou artiste évangélique devant l'éternel. Après partie culturelle là, nous pas parcourir celle-là qui est divisée en 10 départements, même j'entends qu'au pays d'Haïti, côté que nous parlons déguster, manger, plat typiquement unique à chaque département. Pour toute belle cocktail ça, avec toute belle bagaille ça yo, c'est seulement $100 pour grand monde et Timo qui gagne moins passé 11 ans à payer seulement $50. Mes amis, vous m'oubliez à fête dans le mois de juillet, la fait chaud. Nous demandons tous compatriotes pour habiller à l'haïtienne, habiller relax, ou sinon pour ton petit bagage, un petit maillot sur qui rappelle pour tes pays d'Haïti ou bien belté, exactement département côté sorti. Info 646 853 68 45 917 602 6908. Invitation signée House of the Living God. Mes amis, c'est pour aller faire chic choc brodin. Pas rater gala, ça n'attend nous toutes. Bienvenue. Alors, avant la pause, on commençait à vous aider à comprendre ma théorie de l'entonnoir inversé. On est toujours dans le côté le plus fin de l'entonnoir. C'est un meurtre géopolitique. Les États-Unis commandent l'assassinat de Jovenel pour le maintien de leur emprise en Haïti. Haïti nous appartient. Ça changera, ça changera. Ça changera. On en a vu d'autres. Hein? On en a vu d'autres. Hein? Il faut parler aux Américains. On en a vu d'autres. Dans mes propos conclusifs, je leur dirai quelques mots d'évangile à ces Américains. Mais suivons la théorie de l'entonnoir inversé. Donc, les Américains commandent le meurtre de Jovenel Moïse pour le maintien de leur contrôle géopolitique sur Haïti. Pas question d'avoir un président qui ose nous désavouer, qui ose nous défier, en nous faisant un coup au bas de la ceinture, en envoyant quelqu'un de très proche de lui rencontrer des hauts placés de la Russie et de la Chine, des gens en Turquie, en passant par Cuba. Nous allons le lui faire payer. Donc c'est un assassinat pour le pouvoir géopolitique. C'est aussi, comme on l'a vu, un assassinat pour le pouvoir économique. Le secteur des affaires, une partie du secteur des affaires haïtien n'arrivait plus à soutirer tous les avantages pharaoniques que ce secteur-là avait à cause de Jovenel, et ils se sont cotisés, et c'est même pas moi qui le dis, c'est Jarre qui est en prison aux États-Unis, qui a dit oui, chacun d'entre nous a donné sa part. Moi, j'ai donné quoi? L'équivalent de 10-12 000 dollars. Pour une opération de 60 millions, c'est peu. Donc, le secteur des affaires a contribué parce que c'est un assassinat pour le pouvoir économique, pour le maintien du pouvoir économique. Mais quand on dit pouvoir, on dit aussi pouvoir politique. À qui va-t-on confier le pouvoir politique? Laissez-moi vous le dire. La nature a horreur du vide.
En général, quand on fait un coup d'État, on voit une nouvelle équipe. Mais pas toujours. Il y a un coup d'État et puis on se retrouve avec des visages neufs. Et on a failli nous faire ce coup-là avec Emmanuel Sanon. Moi, je vous ai dit, en janvier 2021, j'avais donné une entrevue à Valérie Numa sur Vision 2000, où j'expliquais ce qu'il fallait faire de cette transition, parce que le mandat constitutionnel, quant à moi, de Jovenel, finissait le 7 février 2021. Mais déjà, il y avait des gens qui se préparaient à prendre le pouvoir, à récupérer le pouvoir. Emmanuel Sanon m'a appelé de sa chambre d'hôtel El Rancho pour me dire que oui, il est déjà en Haïti, il est avec des Colombiens, et c'est à lui que Marco Rubio, alors président de la puissante commission des affaires, des affaires étrangères du Sénat, le même Marco Rubio qui aujourd'hui est secrétaire d'État. Vous voyez comment il y a une suite là dans les choses. Eh bien, Emmanuel Sanon disait, écoutez, moi, je suis là déjà au pays et c'est moi qui vais remplacer Jovenel Moïse au 7 février. Donc, le coup d'État se préparait déjà. Donc, maintenant, quand vous avez le département d'État qui ordonne et qui planifie un assassinat, vous avez le secteur des affaires qui est l'allié traditionnel, l'allié inconditionnel des États-Unis pour ces intérêts que l'on a vus. Maintenant, il reste une question, à qui va-t-on confier le pouvoir? Parfois, on confie le pouvoir à des visages neufs. Et c'est ce qu'on a fait croire à ça, non? Mais d'autres fois, et c'est souvent ça qu'on fait en Afrique, on confie le pouvoir à des gens de la famille. On a déjà vu qu'on ne voulait pas de Jovenel Moïse. Parce que Jovenel était trop proche de Jovenel et Jovenel était informé du virage, n'est-ce pas, idéologique de Jovenel. Donc on n'allait pas se servir de Jovenel. On voulait au contraire le supprimer. Bon. Il reste qui dans la famille? Martine Moïse. On a déjà vu ça en Afrique. On a déjà vu la France assassiner un chef d'État et confier le pouvoir à son épouse. Question de faire croire à une certaine continuité. On a déjà vu la France assassiner un président, pensez au Zaïre par exemple, et confier le pouvoir au fils du président assassiné. Eh bien, tout le monde savait que le couple Martine-Moïse n'en était plus un. Martine Moïse et Jovenel Moïse ne formaient plus un couple que pour des photos et des caméras. Ces gens-là ne vivaient même plus ensemble. Et d'ailleurs, l'un des membres du FBI qui a travaillé sur ce meurtre-là m'a confié avoir des doutes sur le fait que Martine Moïse avait passé la soirée ou une partie de la nuit chez elle. On pense qu'elle n'était pas chez elle pendant une bonne partie de la nuit. Au moment du meurtre, bien sûr qu'elle était là, elle n'était pas dans la chambre, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, mais on a des doutes. D'accord? Donc, parmi les scénarios possibles, parmi les options sur lesquelles on travaillait, à savoir à qui on confiait le pouvoir, on a fait croire à Martine Moïse qu'on allait lui confier le pouvoir après des élections qui se tiendraient 90 jours plus tard. Et c'est pour ça que je vous ai parlé du tandem Claude-Joseph Martine, car ces deux-là étaient informés. Parlons de Martine. Si vous lisez l'ordonnance du juge d'instruction, celui qui était secrétaire général du palais en ce moment-là témoigne sous serment devant le juge, avoir reçu énormément de pression de la part de Martine pour que ce dernier lui confie les clés du bureau du président, car elle avait des choses à faire. Et le secrétaire justement du palais dit que pendant les 48 à 72 heures précédant l'assassinat du président Jovenel Moïse, Martine Moïse s'est rendue nuitamment au palais pour n'est-ce pas, chercher des disques, n'est-ce pas, des clés sur lesquelles se trouvaient des documents sensibles pour les retirer du palais. Ça, c'est un comportement suspect. La présidente, être première dame, ce n'est pas une fonction officielle, notez, c'est plutôt une fonction honorifique.
qui fait pression sur le secrétaire général du palais de manière à avoir les clés du bureau du président et qui arrivait nuitamment parce qu'elle avait des documents, n'est-ce pas, à emporter. Tout ceci est suspect. Maintenant, je vous rappelle que dans les mois qui ont précédé l'assassinat de Jovenel Moïse, eh bien, Martine Moïse avait lancé son parti politique sans la bénédiction de son mari. Ces deux-là, je vous ai dit, ne s'entendaient plus. Et pour que vous compreniez, voilà que Martine Moïse a prétendu avoir assisté au meurtre de son mari, mais quel meurtre? Un véritable holocauste. Mais moins de 24 heures plus tard, Martine Moïse, de son lit d'hôpital, à l'hôpital de Jacksonville, aux États-Unis, à Miami, n'est-ce pas, a lancé un voice disant qu'elle se portait candidate. Et déjà, sa chanson populaire était prête, « Nous tuer papam, n'a voté maman ». Bon. Entendons-nous que ce n'est pas le comportement digne d'une femme meurtrie. Et donc, on a promis le pouvoir à Martine Moïse. Regardez comment son comportement est indigne d'une femme qui est vraiment en deuil. D'abord, elle ment sur le fait que c'est par raison qui est le premier à se présenter sur la scène de crime. Non, ce n'est pas par raison. Martine Moïse avait jusque-là un garde du corps très proche d'elle qui s'appelle Ben. C'est Ben qui est le premier à se présenter sur la scène de crime. Et c'est Ben qui a annoncé, n'est-ce pas, a confirmé pour le fils du président que le président a bel et bien été assassiné. Autre chose sur Martine Moïse. Écoutez bien. Le lit, ce fameux lit de chambre, c'est un lit en fer massif. Et j'ai revérifié la chose, pas un ver de terre. Au fait, je n'ai pas seulement revérifié la chose auprès des gens qui avaient l'habitude d'entrer dans cette chambre-là, mais j'ai vérifié la chose auprès de 2 ou 3 enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire. M'ont-ils dit, pas un ver de terre ne peut se glisser sous le lit. Alors, quand quelqu'un dont la chambre à coucher est censé avoir été le théâtre du meurtre de son mari, vous dit qu'au moment où on torturait son mari, au moment où on donnait jusqu'à 12 balles à son mari, donc un véritable holocauste, elle se cachait sous le lit. Les amis, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Est-ce qu'elle était vraiment dans la chambre à coucher en ce moment-là? Martine Moïse était dans la maison, mais il n'est pas sûr que Martine Moïse était dans la chambre à coucher. Autre indice. Je suis un homme. Beaucoup d'entre vous, vous avez l'expérience d'un père qui est un pater familias. Et on pourra tout dire de Jovenel Moïse, c'est un pater familias, c'est un homme protecteur. Depuis 1h du matin, même 11h du soir, selon certaines versions, des bandits tirent un peu partout dans le rayon entourant le quartier du président. Le président est dans sa chambre à coucher, il passe des appels auprès de Dimitri Hérard, qui dit qu'il s'en vient. Il passe des appels auprès du chef de la police, Léonce Charles, qui dit qu'il s'en vient, qui lui dit « mais je m'en viens ». Il passe des appels auprès de la guerre civile, qui est responsable de l'unité au Palais national, eh bien qui dit « moi aussi je m'en viens », tout le monde s'en vient, mais personne n'arrive. Donc ce qui prouve que tout ceci a été coordonné.
Le chef de la police était au courant, le chef de l'unité du palais était au courant, celui qui est responsable, n'est-ce pas, des unités spéciales, n'est-ce pas, Dimitri Erard, tout le monde est au courant, personne n'arrive sur les lieux du crime. Et là, Martine prétend que au moment où le couple est en danger, Jovenel Moïse lui dit d'aller voir dans la chambre si les enfants étaient en sécurité. Quel homme ferait cela? Voyons, les amis. Moi, ce n'est pas ça que je ferais. C'est pas ce que mon père ferait. Je suis dans ma chambre à coucher avec ma conjointe. Eh bien, ma maison est devenue la cible, n'est-ce pas, de tireurs colombiens. Moi, comme homme, je ne vais pas dire à ma femme, va voir si les enfants sont en sécurité. Je vais y aller moi-même. Donc, ce n'est pas une version qui ressemble au profil de Jovenel. Jovenel Moïse n'enverrait jamais Martine vérifier si les enfants sont en sécurité dans leur chambre. Mais regardez le comportement bizarre, pour ne pas dire plus, de Martine Moïse. Est-ce que vous connaissez une mère qui, sachant que sa maison est en danger, sortirait de sa chambre pour voir si les enfants sont en sécurité et laisserait les enfants dans leur chambre pour retourner dans sa chambre après? Comment pourrait-elle, à un moment donné, savoir si les enfants sont toujours en sécurité? Voyons, Martine. Donc, je pense que c'est établi que Martine a menti. Elle s'est cachée sous le lit, alors que je vous ai dit, pas un ver de terre ne peut se glisser sous ce lit de fer massif. Elle prétend qu'elle est allée voir à la demande de son mari si ses enfants sont en sécurité. Ce n'est pas le comportement probable d'un homme qui se sent en danger. Il va y aller lui-même. Jovenel était tout sauf un lâche, voyons. C'était un protecteur de ses enfants. Mais l'autre mensonge, Martine Moïse dit qu'elle a reçu 12 balles. Enfin, 7, 8 balles. Enfin, elle a tellement menti qu'on ne se souvient plus du nombre. Bon. Mais en réalité, Martine n'a reçu qu'une balle. Selon son certificat médical, une balle au niveau du coude. Elle a été opérée effectivement à Miami pour cela. Mais quand on reçoit une balle, on ne dit pas qu'on en reçoit 7 ou 8. Mais imaginez, chers amis, imaginez toute cette scène macabre, cette scène maculée de sang. Martine Moïse trouve le temps de son lit d'hôpital d'enregistrer un voice moins de 24 heures plus tard pour dire qu'elle serait candidate. C'est que quelqu'un, quelque part, lui avait fait la promesse que c'est elle qui hériterait du pouvoir du mari. Et c'est pour ça qu'elle a menti. Elle ment pour protéger les commanditaires de ce crime qui lui ont promis le pouvoir. Elle ment pour protéger, n'est-ce pas, ceux qui sont venus la voir avec le plan macabre de renverser son mari parce que, dit-elle, selon le juge d'instruction, c'est ce qu'elle a dit, Jovenel Moïse ne fait plus rien pour nous, Jovenel Moïse ne nous rapporte rien, donc nous devons avoir un autre pouvoir. Eh bien, on est venu la voir. Mais n'oublions pas qu'en ce moment, Claude Joseph est encore Premier ministre. Quand vous êtes Premier ministre, donc vous avez, si vous voulez, toutes les clés du pouvoir en main, le président est assassiné, donc vous devenez le numéro 1 de l'État haïtien, soit qu'on vous assassine, parce que vous devenez l'ennemi numéro 1, ou alors qu'il y a eu un deal avec vous. Le fait par Claude de n'avoir jamais été en danger, le fait par Claude Joseph de n'avoir jamais été une cible, comprenez bien, le fils du président est une cible. On lui tire dessus depuis sa résidence personnelle jusque dans les locaux de l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince. L'ambassade des États-Unis lui refuse l'asile politique. C'est qu'il n'est pas leur choix. Donc on veut le supprimer aussi parce qu'il était au courant du virage idéologique de son père. Le fait par Claude Joseph d'être devenu le numéro 1 de l'État haïtien sans n'avoir jamais été en danger est une preuve implicite qu'il était au courant et qu'on lui avait fait une promesse à lui aussi. Mais mieux encore, on assassine le président dans la nuit du 6 au 7. Savez-vous que l'un des premiers actes politiques que Claude Joseph pose, c'est de modifier sa biographie sur Wikipédia?
Nous sommes dans une nuit d'assassinat, nous sommes dans une nuit de confusion, nous sommes dans une nuit de désarroi pour les Haïtiens patriotes. Claude Joseph, avant même de se présenter devant la presse, avant même de se présenter devant la nation haïtienne, fait modifier sa biographie sur Wikipédia. Désormais, ce n'était plus Claude Joseph, Premier ministre d'Haïti, c'était Claude Joseph, président d'Haïti. Alors les amis, à moins que vous ne vouliez plus réfléchir, reconnaissez qu'il y a eu des promesses à ce tandem. Claude Joseph, qui était Premier ministre, et Martine Moïse. Au fait, le deal, c'était que Claude Joseph resterait au pouvoir pour organiser des élections bidons pendant les 90 jours, élections que Martine Moïse gagnerait. Voilà pourquoi, sans perdre de temps, Claude Joseph a fait modifier sa biographie. Il est devenu le président. Et sans perdre de temps, Martine Moïse a envoyé un voice en moins de 24 heures, les amis, pour faire connaître au peuple haïtien sa volonté de se porter candidate. Quand je vous ai dit que c'est un couple qui intrigue, et là vous notez que le clash va arriver entre Martine Moïse et Claude Joseph, là encore pour des raisons politiques. Parce que le deal qui se passait entre Martine Moïse et Claude Joseph, c'est que Claude Joseph deviendra président en remplacement de Jovenel Moïse pendant 90 jours pour organiser des élections dont bénéficierait Martine en tant que gardienne du jovenelisme. Mais les Américains, qui ont toujours un coup d'avance, avaient un autre plan. Après avoir promis à Claude de le garder au pouvoir, après avoir promis à Martine de le garder au pouvoir, ce sont ces mêmes Américains qui ont foutu un coup de pied dans le cul à Claude, qui l'ont remplacé par Ariel Henry. Et là, le clash s'est imposé entre Martine et Claude, parce que Claude Joseph ne veut plus que Martine soit candidate. Il a créé son parti aidé et il s'est porté candidat. Et là, ces deux-là ne se parlent plus. Mais c'est une dissension qu'il faut exploiter. Il faut exploiter cette dissension. Il ne faut pas, les amis, que Jovenel Moïse meure en vain. Il ne faut plus que ce type de meurtre-là, planifié par les États-Unis, mis en branle par le secteur des affaires et des politiciens haïtiens, il ne faut plus que ce genre de meurtre-là se commette en Haïti. Il faut casser ce cycle-là. Il faut faire passer à table des témoins et qu'ils disent ce qu'ils savaient. Maintenant, à partir de là, Martine et Claude, n'est-ce pas, savaient ce qui se passait. Le chef de la police savait. Voyons. Ils ont eu le même langage. Le même langage. Le président les appelait, il disait à chaque fois, « Président, nous sommes à 10 minutes. » Jovenel Moïse les appelait, « Eh bien, monsieur, nous sommes à 10 minutes. » C'est ce que la guerre civile disait. Et c'est ce que Léon Charles disait. C'est ce que Dimitri Hérard disait. Tout le monde disait, nous sommes à 10 minutes, nous sommes à 10 minutes. Mais ce chorus-là dans le langage ne peut pas être le fruit du hasard. Le fait que personne ne soit arrivé, cela ne peut pas être le fruit du hasard. Vous êtes le chef de la police, vous dites qu'il y a un périmètre de sécurité, on ne vous laisse pas passer. Voyons, Léon Charles. Vous êtes responsable de l'unité de la sécurité au palais, la guerre civile. Vous prétendez que vous n'arrivez pas parce qu'il y a un périmètre de sécurité. Eh bien, Dimitri Hérard est responsable, n'est-ce pas, de toutes ces unités-là au palais national. Il n'y arrive pas parce qu'il y a un périmètre de sécurité. Mais voyons. Et vous notez que les Américains, jusqu'à présent, n'ont arrêté personne de ce groupe-là. Martine Moïse n'est pas arrêté encore. J'ai quelqu'un qui a lu le rapport du FBI sur Martine Moïse. Eh bien, ils me disent, Monsieur Fils-Aimé, on protège Martine. Quand on essaie de pointer du doigt la responsabilité de Martine Moïse, sa complicité, eh bien, mais le FBI la protège. Le FBI protège, n'est-ce pas, les Léon Charles. On protège ces poissons-là parce qu'eux sont au courant véritablement. Ils ont assisté à des réunions, ils sont au courant des véritables planificateurs de ce crime. Alors, Félix Badjo n'est qu'un fanfaron. C'est un petit joueur, puisque
il se vantait toujours d'être au cœur des avenues du pouvoir. Eh bien, quand tu as un fanfaron comme lui, Félix Badjo, un fanfaron comme Emmanuel Sanon, eh bien, on les appelle des têtes brûlées. On se sert facilement d'eux parce qu'ils sont de grandes gueules, les premiers à ouvrir leur gueule pour dire, écoutez, voici ce que nous allons faire. Mais voyons, penses-tu vraiment que Félix Badjo puisse passer des ordres à des Colombiens? Pensez-vous vraiment que Félix Badjo puisse coordonner la volonté ou le projet des Boulos ou des Dimitrivov? Voyons. On l'a utilisé comme le nez visible de ce sale boulot. Mais les meurtriers courent encore. Les joueurs véritables courent encore. Le secteur des affaires est encore au pouvoir par Didier Fils-Aimé. Le secteur des affaires est encore au pouvoir par Fritz Alphonse Jean. Les États-Unis contrôlent encore Haïti sous leur griffe par les terroristes qui font fuir la population. Mais on a vu d'autres, vous savez. On en a vu d'autres. Jean-Jacques Dessalines faisait face à la pression des Français pendant un premier temps. Il a dit, 100 fois je me rendrai aux Français, 100 fois je les vaincrai. Et c'est ce qu'il a fait. Et tandis qu'il venait de proclamer l'indépendance d'Haïti, mais il subissait la pression des Anglais qui nous offraient, si vous voulez, leur protectorat. Dessalines a dit non, nous n'allons pas passer de l'Empire français vers l'Empire anglais. Nous n'avons pas fait l'indépendance, nous n'avons pas versé notre sang pour devenir les protégés des Anglais. Non, non, merci. Vous savez, de tous les peuples qui ont régné sur le monde, les Américains sont les pires ignorants de l'histoire. Avant les Américains, il y avait les Romains. Avant eux, il y avait les Perses. Après, il y avait quoi? Les Grecs. Avant, c'était l'Empire français, l'Empire anglais. Aujourd'hui, l'Empire américain. Nous en avons vu d'autres. Et j'ai déjà dit, allez réécouter mes émissions, que le salut d'Haïti coïncidera avec la fermeture de 3 ambassades à Port-au-Prince. Aussi longtemps que les ambassades américaines, françaises et canadiennes resteront ouvertes, le peuple haïtien n'aura jamais la paix. Et quand j'avais lancé cette idée à la première semaine de l'assassinat de Jovenel Moïse, eh bien, il s'en trouvait beaucoup, en particulier des journalistes très tonitruants en Haïti pour dire que je voulais faire du buzz et que les Haïtiens ne peuvent pas se passer des Américains. Et moi, je vous avais lancé ce défi. Citez-moi un seul avantage qu'Haïti retire du fait d'avoir des relations diplomatiques avec les États-Unis. Aucun avantage. Des individus haïtiens, des ressortissants haïtiens tirent des avantages pour eux-mêmes et pour leur famille. Mais vous notez que quand les Américains ne veulent plus de vous, ils révoquent votre visa, ils vous chassent à coups de pied dans le cul. Et tous ces gens-là qui faisaient campagne pour le maintien d'une relation des États-Unis avec Haïti, aujourd'hui, ils ferment leur gueule parce qu'ils ont peur de parler, parce que Donald Trump peut révoquer leur visa ou leur résidence. Pourquoi? Parce que, par Donald Trump, et allez réécouter l'émission que j'ai faite au lendemain de l'élection de Donald Trump en novembre 2025. J'avais dit que Donald Trump serait mauvais pour les Haïtiens, mais finalement, bon pour Haïti. J'avais dit que Donald Trump chasserait les Haïtiens d'Haïti car il ne nous aime pas. Mais que, à son corps défendant, ses politiques contre les Haïtiens serviraient la cause d'Haïti parce que quand les Haïtiens vont réaliser qu'ils n'ont pas de pays de rechange, quand ils vont réaliser que les États-Unis ne représentent pas pour eux une deuxième patrie, alors là, ils vont prendre leurs machettes, ils vont prendre leurs armes, ils vont prendre leur courage à 2 bras et ils vont opérer cette nécessaire révolution. Eh bien, cette nécessaire révolution est en marche, par les politiques publiques racistes de Donald Trump. Donnez à Donald Trump encore 2 ans. Vous qui aujourd'hui avez un visa d'1 an, vous ne pourrez pas le renouveler.
Vous qui aujourd'hui avez un visa de 3 mois, vous journaliste ou n'est-ce pas propagandiste du système fasciste américain qui fermiez la gueule devant les méchancetés des Américains contre Haïti, eh bien, vous ne pourrez pas renouveler votre visa puisque le décret de Donald Trump interdit à ceux qui détiennent un passeport haïtien de détenir ou de renouveler un visa. Alors là, vous allez redevenir haïtien. Et donc j'ai dit, le salut d'Haïti viendra lorsque nous fermerons ces 3 diaboliques ambassades en Haïti. L'ambassade américaine suprêmement. Et moi, je mesurerai le patriotisme et l'intelligence géopolitique de tout politicien haïtien à la mesure suivante. Si dans les 100 jours suivant son élection, il ferme l'ambassade américaine, enfin l'ambassade des États-Unis à Port-au-Prince, l'ambassade de France à Port-au-Prince, l'ambassade du Canada à Port-au-Prince. Il y a aujourd'hui une nouvelle avenue, un regroupement de pays émergents, n'est-ce pas, le BRICS. On a vu dernièrement Cuba en devenir membre. Eh bien, que vienne le jour où de vrais patriotes seront installés à la tête d'Haïti et tourneront définitivement le dos aux Américains, tourneront définitivement le dos à la France, tourneront définitivement le dos au Canada qui joue le bon cop, tandis que la France et les États-Unis jouent le mauvais cop, et qu'on explore la coopération avec des pays du Sud, avec des pays de l'Afrique, l'Afrique mère, avec des pays de BRICS. Pas parce qu'il y a un empire meilleur qu'un autre, mais il y a d'autres options que nous devons absolument explorer. J'espère vous avoir été utile, les amis. Vive Haïti! À bas l'ambassade américaine. Vive Haïti! À bas l'ambassade de France. Vive Haïti! À bas l'ambassade du Canada à Port-au-Prince. Au revoir, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Au revoir.